Ce programme relate des faits réels. Les scènes ont été reconstituées. Certains noms ont été changés. This is John Murphy, WHJB News. The control tower at the Greater Pittsburgh Airport definitely confirmed the fact that there was an object in the sky 13 minutes before 5. Le 9 décembre 1965, un objet incandescent survole le Canada, traverse ensuite l'Ohio et la Pennsylvanie et se pose au pied des monts Allegheny. Je crois que ce qui s'est posé à Kecksburg provenait d'une autre planète. On pouvait voir que quelque chose avait frappé la cime des arbres et à quel endroit ça avait frappé le sol. J'ai entendu un cri provenant de ce boisé. Je ne veux plus jamais entendre un cri comme celui-là. Qu'est-ce qui a bien pu se poser ou encore s'écraser à Kecksburg, Pennsylvanie? Cette nuit m'a marqué. Je sais ce que j'ai vu et personne ne me fera croire autrement. Et pourquoi l'armée américaine a-t-elle tenté de tout camoufler? Je crois que le gouvernement les a menacés s'ils parlaient. Il a immédiatement pointé son arme vers nous et a dit « Arrêtez, allez-vous-en ». Vous allez remarquer la présence de l'armée américaine tout au cours de cette histoire. Aujourd'hui, une équipe de scientifiques va tenter de percer ce mystère vieux de 35 ans. Okay, it does look like the top of that tree was hit by something. Qui a divisé cette petite ville américaine. The government has been lying to us. That's all BS. It sounds like hooey to me. Des membres de la même famille se retrouvaient soudainement dans des camps opposés. Certains disaient « j'ai été impliqué » et d'autres disaient « il n'y est rien arrivé ». Je crois que les gens nient parce qu'ils ne veulent pas accepter la réalité. Nous retournerons aussi à Roswell pour analyser de possibles preuves tangibles d'un écrasement d'OVNI. Ici Brian Campbell. Restez avec nous pour Mystère à Kecksburg. On a surnommé Roswell le patriarche des dossiers d'OVNI pour une excellente raison. Il comporte plusieurs témoins crédibles et démontre tous les signes d'un camouflage gouvernemental. Pendant que nous poursuivons l'investigation sur l'écrasement de Roswell, qui révèle des découvertes intrigantes, nous avons rouvert des dossiers d'OVNI controversés. Au cours de cette émission, nous allons utiliser les outils scientifiques modernes pour tenter de mettre à jour des preuves tangibles sur ce qui s'est réellement passé dans une petite ville appelée Kecksburg, que certains surnomment le Roswell de la Pennsylvanie. As Pennsylvania's Roswell. Selon le projet Blue Book, maintenant rendu public, dans la nuit du 9 décembre 1965, 3 militaires ont été envoyés à Kecksburg, petite ville endormie. Leur mission était de récupérer un objet volant non identifié ayant causé un petit incendie dans un boisé éloigné. Si on en croit le rapport officiel, les hommes ont poursuivi leurs recherches jusqu'à 2 heures du matin sans rien trouver. On expliquera plus tard qu'il s'agissait d'une météorite traversant le ciel de la région. C'est ici que le rapport officiel se termine et que débute la controverse. J'ai droit à mon opinion. J'ai bien vu un vaisseau extraterrestre s'écraser au sol. Vous savez, je crois que c'est une histoire montée pour la télévision. Je ne sais pas pourquoi certaines personnes nient tout. Je sais que ça s'est produit, mais je ne peux pas parler pour personne. Depuis les événements étranges et bouleversants du 9 décembre 1965, cette petite ville rurale située à 40 km au sud-ouest de Pittsburgh est divisée. Il y a ceux qui croient que quelque chose d'extraterrestre s'est posé ici, alors que les autres croient à une vaste supercherie. Certains témoins qui ont parlé publiquement ont été accusés d'avoir inventé toute l'histoire. Des membres d'une même famille autrefois très proches se retrouvaient dans des camps opposés parce que certains disaient avoir été impliqués alors que d'autres disaient qu'il ne s'était rien passé. Et ça demeure encore aujourd'hui une situation très émotive.
En 1990, l'émission Unsolved Mysteries a présenté une reconstitution du soi-disant écrasement d'OVNI de Kecksburg. Des citoyens ont conservé la maquette de l'OVNI surnommée la Noix de Chêne et l'ont installée à l'extérieur de la vieille caserne de pompiers. Pour plusieurs, c'est le rappel d'un souvenir qui refuse de s'évanouir. Beaucoup de parents des enfants qui vivent ici refusent d'en parler. C'est tabou. Et ils ont beaucoup de difficultés à communiquer avec ceux qui croient que c'est vrai. Toute cette histoire d'OVNI nous a mérité beaucoup d'attention. Et je crois que les aînés n'aiment pas ça. J'ai 25 ans et plusieurs personnes de mon âge croient que quelque chose est tombé ici. Mais personne ne connaît la vérité. Pendant des années, je me suis demandé ce qui était tombé ici et j'aimerais beaucoup le savoir. Certains disent que c'était un ovni, d'autres une météorite, mais qui le sait à part le gouvernement? Bien que Robert Blystone n'avait que 16 ans en 1965, il essaie toujours de comprendre ce qu'il a vu à 16h45 un certain soir de décembre particulièrement doux. Il faisait chaud à mon retour de l'école. Alors je suis allé faire un tour sur la véranda. Je regardais par là et j'ai entendu un vrombissement ou peut-être un sifflement. En levant les yeux, j'ai vu un objet traversant le ciel. C'était comme une boule de feu laissant une traînée de vapeur de différentes couleurs derrière elle. On pouvait voir vers où elle se dirigeait. Son mouvement était lent. Elle ne tombait pas. C'était sous contrôle et quand elle a touché le sol, j'ai vu un nuage de poussière. Blystone n'était qu'un des milliers de témoins à avoir vu cette soi-disant boule de feu dans le ciel de l'Amérique du Nord. Moins d'une heure auparavant, l'objet volant avait été vu au Canada, laissant dans sa course des lignes téléphoniques bloquées et des témoins éberlués. Kecksburg est un des sites d'écrasement d'OVNI les plus méconnus de l'histoire américaine et aussi l'un des plus intéressants. Il y a beaucoup de témoins et un haut pourcentage de leurs témoignages peut être corroboré. L'histoire qu'ils racontent est celle d'un objet qui traverse le ciel du Canada et de l'Ohio et qui s'écrase à Kecksburg en Pennsylvanie. On a donc un objet qui se déplace trop lentement pour être une météorite. Je sais ce que j'ai vu et ce n'était pas une météorite. Il m'a semblé que ça avait été construit. Les lignes étaient douces, tout comme sa surface, et ça ne ressemblait pas du tout à une météorite. Selon certains témoins, l'objet aurait changé de direction, aurait manœuvré, ce qui apporte une dimension très intéressante. Dans la grande région de Pittsburgh, on a reçu plusieurs rapports d'un objet brillant. L'objet s'est déplacé vers le sud-ouest, dans le comté de Westmoreland. Il y a eu un boom supersonique lors de son passage. Entre Greensburg et Latrobe, l'objet a tourné vers le sud. Et à Laurelville, d'autres témoins ont vu l'objet se déplacer vers Kecksburg, au nord-est. Au cours de ce trajet, l'objet semble avoir ralenti. Tout près, à Greensburg, c'était la folie. Des témoins surexcités appelaient la station de radio WHJB pour rapporter ce qu'ils avaient vu. C'était peu avant 17 heures et la directrice, Mabel Mazza, s'apprêtait à quitter pour la soirée. Elle n'a pu se rendre à la maison qu'après minuit. L'animateur en service Stan Wall est venu me voir pour me demander de l'aider à prendre des appels. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce tapage? Il a répondu, c'est le téléphone. J'ai pris des centaines d'appels qui disaient que quelque chose s'était posé à Kecksburg. Et quelqu'un d'autre a dit que c'était un ovni. Bien entendu, j'ai pensé que c'était, vous savez. Un appel se distinguait, celui d'une ménagère du nom de Frances Culp. Madame Culp a dit au directeur de l'information, John Murphy, que la mystérieuse boule de feu ressemblait à une étoile à 4 pointes. Plus tard, lors d'un bulletin radio, Murphy relate sa conversation avec Frances Culp et son contenu inquiétant.
told in a person's voice whether they believe what they're saying or whether it's a prank call. This woman to me sounded like she believed and was sincere over what she was saying. This was the first piece of actual evidence we had in the early evening. Up until now, it was lights in the sky and things that could not be checked out. Now we had something physical. We had an object on the ground. Après avoir entendu l'histoire de Mme Culp, Murphy est parti à la recherche de l'objet mystérieux. Le reporter d'expérience n'avait aucune idée des dangers qui l'attendaient. 8 kilomètres plus loin, à Kecksburg, la police de l'État était déjà sur place, accompagnée de quelques pompiers volontaires. Ils tentaient de contrôler une foule grandissante de curieux qui arrivaient sur les lieux. Bill Weaver était de ceux qui tentaient de s'approcher. J'avais 19 ans, j'avais entendu ça à la radio et je descendais la colline. C'est sur cette route de campagne que nous étions ce soir-là. On s'est arrêté ici et en regardant dans le champ, nous avons vu quelque chose dans les bosquets parmi les arbres. C'était une lumière incandescente, une lumière bleue comme celle des soudeurs, parfois très brillante et parfois plus faible. Je l'ai observée plusieurs fois. Peu après la tombée de la nuit, John Murphy de WHJB arrive sur les lieux. Il déclare ne pas avoir vu la lumière bleue lui-même, mais posséder des enregistrements de plusieurs témoins affirmant l'avoir vue, incluant un policier. One of the state police officers walked up to my car and said, "We got something out there. It's blue, it's pulsating, and there's a light on it." To the best of our knowledge, there was no one in the woods at that time. Several people, including Adam Lynch from Channel 11 television, said he saw a light. Malgré tous les témoignages concordants, certains résidents de Kecksburg soutiennent qu'on peut expliquer cette lumière La nuit tombée, il y avait quelques personnes dans le bois qui cherchaient. Et parfois, quelqu'un voyait une lampe de poche. Il disait « Regardez, il y a quelque chose qui clignote par là. » Nous avons découvert plus tard qu'un jeune homme avait une caméra stroboscope ou quelque chose comme ça. Il l'a fait fonctionner 3 fois. C'est de là que venait la lumière bleue. Voilà l'explication. Ed Myers était le chef des pompiers volontaires au moment de l'incident. Il s'agit de moi, j'imagine. Ils ont dit que c'était tombé, que ça ressemblait à une noix de chêne et que ça avait marqué le sol. Le sol n'avait pas été marqué. Tu l'as vu, toi? No ground disturbed. Galen Wilkins était également pompier à Kecksburg. Il est convaincu que rien du tout n'est arrivé dans leur ville ce soir-là. C'est le journal du 50e anniversaire du service d'incendie de 1939 à 1989. Vous savez, il n'y a rien sur un ovni là-dedans. Kecksburg était une petite ville accueillante. Toute cette histoire a changé beaucoup de choses. Quand ils sont arrivés avec cette histoire d'OVNI, ça a complètement changé l'endroit. C'est malheureux que des personnes, des gens qui ont été voisins toute leur vie soient divisés ainsi. Je ne peux pas croire qu'ils me mentiraient là-dessus. Ils ne me mentiraient pas. Je ne les traiterai pas de menteurs, mais je pense que les gens disent des choses pour se voir à la télé. Vous savez, quand la caméra tourne, les gens disent n'importe quoi s'ils croient qu'on va les passer à la télé. Si des gens disent qu'il ne s'est rien passé ce soir-là, c'est ou bien qu'ils n'étaient pas là, ou encore qu'ils mentent. Parce que j'étais là et je l'ai vu. Moi et beaucoup d'autres. Je dirais aux gens de Kecksburg qui croient que rien ne s'est écrasé ce soir-là et qu'il ne s'est rien produit, de repenser à ce qu'ils disent. Ils ont peut-être entendu trop d'histoires à propos d'hommes en noir du gouvernement, ce genre de choses. Et ils ont peur. Ceux qui connaissaient le journaliste John Murphy témoignent qu'il n'avait peur de rien. Mais c'est avant qu'il ne soit impliqué dans l'incident de Kecksburg. Ces enregistrements audio exclusifs sont ceux qu'il a enregistrés sur les lieux ce soir-là. Ils sont diffusés pour la première fois à la télé nationale.
When I got to the top of the hill where they pointed out to me, said that was the description the woman gave of where she saw the object. There was no smoke there at that time. What did it look like? It looked like a star on fire. A star on fire? Can you point out what part of the wood you saw it in? Right down there. Flairant le gros coup, Murphy appelle la station pour en parler à sa directrice, Mabel Mazza. Il m'a appelé sur la radio CB et m'a dit « On a quelque chose de gros ». Mais Mabel a reçu un autre appel ce soir-là. Un appel qui s'avérera encore plus significatif. 1 heure après l'appel de Murphy, des hommes prétendant être de l'armée m'ont appelé et m'ont demandé la route pour se rendre au site de l'écrasement à Kecksburg. À venir à Mystère à Kecksburg. Il a levé son arme, l'a pointé vers nous et a dit « Arrêtez, partez d'ici ». Quelqu'un a-t-il menacé la vie de simples citoyens? L'ancien chef de cabinet de Clinton veut savoir. Menacer des gens avec des armes n'est pas la façon dont nous fonctionnons dans ce pays. Un témoin de Kecksburg conduit des scientifiques dans les bois à la recherche d'indices de ce qui pourrait être tombé en 1965. Et une nouvelle surprenante au sujet des fouilles à Roswell. Nous creusons dans le sol à la recherche d'indices physiques de l'impact d'un vaisseau extraterrestre. Mystère à Kecksburg vous revient dans un instant. Plusieurs saisons se sont écoulées depuis la chute d'un mystérieux objet dans une forêt de Pennsylvanie. Plusieurs questions restent sans réponse et la petite communauté de Kecksburg est toujours déchirée. Le Dr Stephen Kite, un archéologue de l'Université de Virginie-Occidentale, ainsi que Mitzi Schramke et Chris Haney, géologue, arrivent à Kecksburg pour débuter une investigation que nous avons demandée. Ils utiliseront les outils de la science moderne pour trouver des réponses à ce mystère. Je suis emballé de faire la géoarchéologie de ce site, puisque c'est très inhabituel. On s'attend à retrouver certains indices, s'il y a eu l'impact d'un gros objet ici. L'exactitude de ce site est basée sur des témoignages. Au moment de l'incident, Jim Robansky était un jeune pompier volontaire d'une ville voisine. À la fin des années 80, il a visité le site accompagné du spécialiste des ovnis, Stan Gordon. Il a marché dans le secteur pendant un bon moment et a dit « Les gars, je crois que c'est précisément ici. » 1 an plus tard, nous avons reçu un message anonyme nous disant qu'il y avait un autre témoin qui avait vu l'objet sans jamais le rapporter. C'était Bill Bullybush. Aujourd'hui âgé de 77 ans, Bullybush doit tenter de retrouver l'endroit exact où il a vu l'objet il y a si longtemps. Le terrain a beaucoup changé depuis sa dernière visite. This is it, George. Here's the tree that I stood back of. And I stood here and I happened to look up there and there it was. It embedded right into the ground about a foot and a half. La description que Bullybush a faite de l'objet supporte la théorie que ce n'était probablement pas une météorite. Je travaillais sur une Corvair 64 à la maison lorsque j'ai vu une boule de feu rouge traverser le ciel. Ça s'est déplacé et ça tournait comme si c'était télécommandé. Ça a fait un 8 pour ensuite faire un atterrissage sur le ventre après avoir frappé la cime des arbres. Ça sentait les œufs pourris. On entendait un sifflement et un crépitement comme quelque chose qui refroidit. C'était rouge-feu. A fairly soft landing. Oh yeah, it just like it was radio controlled. Kite et les autres espèrent que les souvenirs de Bullybush leur permettront de déterminer ce qui est tombé ici en 1965. Ils vont fouiller la région pour trouver des débris métalliques et des taux de radiation inhabituels. Mais plus important encore, ils vont creuser pour voir si le sol a été dérangé. S'il y a eu un impact, ou encore si on a voulu cacher un impact, ce sol meuble et humide pourra encore révéler des indices.
George Kovacina est l'un des fermiers chez qui Kite et ses collaborateurs vont travailler. Mais il ne croit pas que quelque chose soit tombé dans la forêt la nuit du 9 décembre 1965. Je n'ai rien vu tomber. Rien du tout. Ils disent que c'est probablement le passage d'un météorite. Bully Bush et Kovacina ne s'aiment pas. Ils représentent les deux clans opposés de Kecksburg. Ceux qui croient que quelque chose d'étrange s'est produit ici et ceux qui n'y croient pas. Si les fouilles de Kite donnent des résultats, ce sera le premier pas permettant de mettre fin à une querelle qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Pour l'aider dans ses recherches, Kite consulte nul autre que le docteur Bill Dolman de l'Université du Nouveau-Mexique, celui-là même qui a dirigé l'an dernier les fouilles sur le site de Roswell. Bill Dolman et moi avons parlé au téléphone et il m'a donné quelques conseils basés sur ses propres fouilles. Les fouilles de Dolman à Roswell en 2002 ont permis un nouveau départ dans l'étude des ovnis, l'utilisation de la science pour résoudre des mystères que l'on qualifiait jusqu'alors de science-fiction. Ce qui est particulièrement excitant, c'est qu'en observant le sol, je me suis dit « Wow! Il y a une anomalie stratographique exactement où il devrait y en avoir une. » Nous avons trouvé des indices possibles prélevés des échantillons de sol et les avons examinés au microscope pour tenter de trouver des débris. Aujourd'hui, Dolman retourne à la voûte de Wells Fargo à Roswell pour y récupérer ses précieux échantillons de sol ainsi que des sacs contenant des matériaux d'origine inconnue pour les étudier à nouveau. Il va tester les échantillons dans un laboratoire d'Albuquerque à la recherche de ce qui pourrait rester d'un écrasement d'ovnis. On dit que l'armée a tout ramassé, mais tout le monde sait qu'il peut toujours rester des débris minuscules. Le but de cette analyse est de voir s'il ne reste pas de débris microscopiques de ce qui a pu tomber ici. La science moderne peut-elle percer le mystère des ovnis ou, pour certains, le mythe des ovnis? À venir, à Mystère à Kecksburg. Notre visite à Kecksburg pour tenter d'en savoir plus. There were jeeps, there were people with some kind of guns. Military don't track meteors and arrive that fast. They lie. Et d'autres détails étonnants de l'écrasement de Kecksburg et de dissimulation. Ils avaient des carabines. J'ai entendu un cri provenant de la forêt. Je ne vais plus jamais entendre un cri pareil. « 9 décembre 1965, Kecksburg, Pennsylvanie. Vers 20 heures, une véritable foule envahit la route rurale Highland Lane, ainsi que la route opposée qu'on appelle depuis ce soir-là la route météorite. Plusieurs curieux étaient de l'extérieur de la ville, attirés par les reportages sensationnels, comme cet enregistrement exclusif d'une tribune téléphonique de la radio KDKA, diffusée le soir même de l'écrasement. Getting bulletins here about a minute. KDKA News is checking with the Pentagon, out in the open that there's a possibility an Army missile might have plunged into the woods over in Westmoreland County. Maybe not. But we've got a lot of speculation going on, and people are really demanding some explanations, and the government isn't coming up with them. Il est probable que le premier reporter arrivé sur les lieux ait été le directeur de l'information d'une autre station, John Murphy, de WHJB à Greenburg. Murphy a mis de la pression sur deux policiers locaux. I asked, "Did you find anything down there?" He looked puzzled for a second and said, "I'm not sure." Then I said, "Well, let me ask my question a different way. After you make your report to the captain, do you think you or the captain perhaps may have something to tell me?" Même si Murphy avait des années d'expérience sur le terrain, il n'était pas préparé à la réponse du policier. He said, "You better get your information from the Army." This was the first time anyone had made any mention of the military.
to refer me to the Army led me to believe that perhaps there was something in the woods at that time that showed some significance of military value. Bob Getty, un reporter pour le Greensburg Tribune, était aussi sur les lieux. Il y avait beaucoup de militaires aux alentours. Il y avait des policiers et les soldats étaient armés. En sortant de ma voiture, ils m'ont demandé où j'allais. J'ai dit, je vais là-bas voir ce qui se passe. Ils ont répondu que je pouvais pas y aller. J'ai demandé pourquoi et ils m'ont répondu parce qu'il n'y avait rien. J'ai dit, s'il n'y a rien, je peux y aller alors. On m'a dit, vous devez partir d'ici. Des années plus tard, lorsque le projet Blue Book a été rendu public, le rapport officiel sur Kecksburg mentionnait que seulement 3 membres de l'armée avaient été envoyés à Kecksburg pour investiguer. Le rapport poursuivait en disant que 3 soldats de la base radar de Oakdale de Pittsburgh, soit une unité de l'armée de l'air, avaient été envoyés et qu'on n'avait rien trouvé. C'est le seul document officiel. Après avoir étudié l'incident de Kecksburg depuis 30 ans, Stan Gordon croit qu'on a voulu étouffer l'affaire. Il croit en effet que 3 hommes du site radar de Oakdale s'y sont rendus. Ils étaient les éclaireurs d'une opération militaire d'envergure. Des témoignages semblent vouloir lui donner raison. Plusieurs personnes disent « Écoute, j'étais là et j'ai vu les militaires. » Des gens ont dit avoir vu du personnel de l'infanterie et de l'armée de l'air. D'autres ont vu des gens de la NASA ce soir-là. Pourtant, des citoyens respectés de Kecksburg croient le gouvernement et croient qu'il n'y avait aucun personnel militaire dans la ville ce soir-là. Je n'ai jamais vu de militaires là-bas. Les militaires disent qu'ils n'étaient pas là. Mais c'est difficile à croire quand une population de quelques centaines de personnes dit les avoir vus. Et je croirais les gens de la communauté avant l'armée n'importe quand. Il n'y avait pas de camion militaire dans le secteur à ce moment-là. Pas de Jeep. Non, rien. Rien du tout. Et je serais prêt à passer au détecteur de mensonges. C'est un gros mensonge. Je serais prêt à jurer sur la Bible qu'ils étaient là et que je leur ai parlé. Bob Bittner était pompier volontaire au moment de l'incident. Beaucoup de ses amis l'ont délaissé parce qu'il refuse de changer sa version des événements. Bittner allègue que le 9 décembre 1965, il est allé à Kecksburg après avoir terminé sa journée de travail comme camionneur. 3 véhicules militaires sont arrivés. Il y avait un officier haut gradé. Je lui ai demandé si nous pouvions aller là-bas avec lui. Et il a dit que personne n'irait avec eux là-bas. Malgré ceux qui, comme le gouvernement, démentent la présence de l'armée ce soir-là, plusieurs autres, comme Linda et Bob Fauchia, jurent que leur petite ville a littéralement été envahie par des soldats. Mon mari regardait la télé et écoutait la radio. On disait qu'un objet était tombé et nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de circulation devant notre maison sur la route qui mène à Kecksburg. Il y avait beaucoup de voitures de police. Un peu plus tard, on a vu plusieurs véhicules militaires arriver. Les Fauchia ont été étonnés de voir l'armée arriver si tôt après l'écrasement. La base militaire de l'armée de l'air la plus proche est à environ 80 km. Donc je présume qu'ils sont probablement venus de la région de Pittsburgh ou encore qu'ils ont atterri à l'aéroport de Pittsburgh où ils ont aussi une base. Et ensuite ils ont roulé jusqu'ici. Ou encore ils l'observaient et le suivaient. Si l'armée américaine suivait l'objet mystérieux au radar, cela pourrait expliquer leur arrivée rapide. Mais cela contredirait le rapport officiel selon lequel la boule de feu, vue par des milliers de gens, ne serait qu'une météorite qui s'est désintégrée à la Terre. En ce qui concerne les météorites, il est connu qu'elles n'apparaissent presque jamais au radar puisqu'elles sont trop petites. La grosseur d'un point ou d'un caillou. Même les radars modernes ne peuvent les voir.
L'incident de Kecksburg soulève une question. Qu'est-ce qui aurait pu pousser le gouvernement à envoyer un détachement de l'armée dans une petite ville de campagne un certain soir de décembre? Si vous croyez les témoignages, une chose est certaine. Si quelque chose s'était écrasé dans les bois, l'armée n'allait laisser personne s'en approcher. Plus la nuit avançait, plus l'activité s'intensifiait. Un non-résident, David Newhouse, qui avait 19 ans au moment de l'incident, est revenu à Kecksburg pour la première fois depuis. Il nous a fait part de sa rencontre avec les militaires. Je suis certain que c'est ici. Nous avons pris la courbe et nous avons monté. Je me souviens de cette section surélevée. Nous nous sommes arrêtés là parce que nous avons vu des lumières à l'orée du bois. Des lumières fortes, blanches, comme celles de réflecteurs. On pouvait voir que des gens travaillaient. Quelqu'un nous a vus stationner ici et nous a regardés avancer dans le champ. Selon Newhouse, il a été stoppé brutalement. Devant lui se trouvait un soldat armé. Il y a des choses qu'on n'oublie jamais. La première fois qu'on pointe une arme vers vous, c'est difficile à oublier, vous savez. C'était une carabine pointée directement vers moi. C'était un membre de l'armée avec une carabine de l'armée. C'était une M1. J'ai été dans l'armée, alors je connais ça. Je fais partie de la NRA. Vous avez vu l'autocollant derrière? J'aime les fusils, mais pas pointés sur moi. Il nous a dit de nous en aller. Nous avons donc fait demi-tour et nous sommes repartis sans poser de questions. Après s'être stationné sur la route surplombant le bois, l'adolescent Bill Weaver a eu lui aussi une altercation avec l'armée. Ils sont venus vers nous, nous ont dit de déplacer notre voiture et de partir. J'avais 19 ans et je voulais savoir pourquoi on devait partir. Ils n'ont donné aucune raison et ont menacé de saisir ma voiture si je ne partais pas. C'était la voiture de mon père, alors avant d'être encore plus dans le pétrin, je suis parti. Don Sebastian était un autre jeune homme curieux. Lui aussi était à l'écoute de WHJB. Et il a convaincu les amis de conduire les 70 km et de se rendre à Kecksburg pour voir ce qui pouvait bien se passer. Il y avait des feux de Bengale en travers de la route et des policiers armés. L'un d'eux s'est approché de mon véhicule et m'a demandé de retourner d'où je venais. Étant jeune et aventureux, ça ne faisait pas vraiment mon affaire. On avait fait tout ce trajet sans rien pouvoir saisir de l'action. Vous comprenez? Sébastien est donc parti à pied vers le bois pour mieux voir ce qui se passait. J'ai emprunté cette route et je me suis caché derrière un camion militaire. Je suis monté sur le pare-choc ou sur un pneu, je ne me souviens plus. Mais j'étais suffisamment élevé pour voir par-dessus le camion de l'autre côté. Et je pouvais voir du personnel militaire armé. En regardant par-dessus une butte, puis dans le ravin, j'ai vu entre 75 et 100 militaires. Ils avaient des carabines et marchaient tous ensemble vers un boisé. Une dizaine de minutes après, j'ai entendu un cri provenant du boisé. Un cri qui m'a littéralement glacé le sang. Je ne veux plus jamais entendre un cri pareil. Quelques secondes plus tard, Sébastien a entendu un autre cri. C'était beaucoup trop fort pour être un cri humain. Je ne vois pas comment un cri humain pourrait porter aussi loin. Après le deuxième cri, j'en ai eu assez. Et je me suis dit, c'est assez, je fous le camp d'ici. Qu'est-ce qui aurait bien pu atterrir dans ce bois et produire un cri pareil? Que pourrait-il y avoir de si important pour que l'armée menace de simples citoyens? Et pourquoi, presque 35 ans plus tard, n'y a-t-il pas de dénouement à cette histoire?
À venir. Des hommes en veston et imperméables menaient l'opération. Ils donnaient des ordres aux policiers et à l'armée. Je crois que le gouvernement les a menacés s'ils parlaient. Des hommes en noir et d'autres personnages inquiétants. Il n'y a aucun doute sur l'existence des hommes en noir et certains d'entre eux sont du monde, comment dirais-je, bureaucratique. Et la recherche des dossiers manquants sur l'affaire Kecksburg. Si on envoie des douzaines et des douzaines de soldats, il y a des rapports sur ces événements. Nous sommes convaincus qu'ils doivent exister quelque part. Au retour, la suite de Mystère à Kecksburg. À l'été 2002, nous avons commandité une fouille historique au réputé site de l'écrasement d'OVNI de Roswell. Un archéologue de l'Université du Nouveau-Mexique, le Dr Bill Dolman, a découvert de l'argile de friction dans la Terre, ce qui pourrait être expliqué par un impact puissant. Il a aussi recueilli 55 échantillons de sol et 27 matériaux d'origine incertaine. Il est prêt à analyser ces échantillons au laboratoire ultra sophistiqué de Asakai, au Nouveau-Mexique. Il y avait plusieurs échantillons minéralogiques de forme inhabituelle. Il y en avait plusieurs probablement d'origine naturelle et d'autres qui semblaient de toute évidence avoir été fabriqués par l'homme. En attendant les résultats, Dolman demande au scientifique Bill Biava de faire une étude élémentaire des échantillons de sol colligés au site de la fouille. Pour répondre à la question, est-ce que la terre de Foster Ranch est différente de celle qui ne provient pas de Foster Ranch? Je dis que les échantillons prélevés dans la tranchée et passés au détecteur de métal sont radicalement différents. L'analyse des éléments du sol a convaincu Dolman de poursuivre ses fouilles à Foster Ranch. Entre-temps, au jour 2 des recherches à Kecksburg, le Dr Ray Hicks, un spécialiste forestier de l'Université de Virginie-Ouest, arrive sur place. Sa mission, tenter de retrouver après tant d'années les arbres brisés tels que décrits par des témoins. Hicks s'est appuyé sur de rares photographies prises par le chercheur Stan Gordon au début des années 80 et qui montrent ce qui semble être des arbres endommagés. On peut certainement voir que quelque chose de directionnel s'est produit ici. Tous ces arbres sont orientés dans la même direction. À l'endroit où nous sommes, j'ai de la difficulté à comparer les arbres qui sont tombés avec ceux que j'ai devant moi. Le Dr Hicks a un véritable défi devant lui. Identifier des arbres qui ont été brisés il y a plus de 35 ans à partir de photos prises il y a environ 20 ans. Vous voyez? D'accord. On se tient ici, et vous voyez cet arbre là-bas? C'est un cerisier tardif. Cet arbre est l'arbre mort. Vous voyez où il y a cette jeune pousse? Vous voyez en haut où la cime est brisée? Alors, cet arbre est celui-là. Je peux dire avec 90% de certitude qu'on a retrouvé les arbres représentés sur cette photo. Hicks informe l'archéologue Stephen Kite de ses découvertes. My assumption is that this tree here is the one that was affected. That is, that the top here was broken out. That is consistent with Bill's recollection that it was coming in from this direction. Okay, it was coming in from this direction, going that way. Il y a un problème. Les arbres identifiés par Hicks à partir des photographies sont dans une autre crique parallèle au site, mais à environ 30 mètres de l'endroit où Bill Bullybush se rappelle avoir vu l'objet qui s'est écrasé. This is Ray Hicks. I'm a forestry professor at West Virginia University. I'm here with Steve Kite. Le scientifique appelle le chercheur Stan Gordon qui a mené toutes les entrevues auprès des témoins. Quand j'ai parlé aux scientifiques, il m'a semblé qu'ils étaient près de la zone, mais j'ai eu l'impression que Bill était probablement au mauvais arbre, parce que la description qu'il faisait de certains éléments ne concordait pas. Okay, so if we stand with our back to the tree facing the Hayes farmhouse, okay, now what? Then we're looking at the wash that you're talking about.
25 feet from it. Would you say we're digging in the wrong place? It appears that the spot indicated would be not in the same place where you're digging. Deux petits ruisseaux à quelques mètres de distance. Des souvenirs vieux de 35 ans. Kite et son équipe réalisent qu'ils devront reprendre les fouilles dans un autre secteur. Comme c'est le cas dans plusieurs enquêtes d'OVNI, on manque désespérément de témoins qui étaient sur les lieux et qui ont tout vu. Des milliers de personnes ont vu la boule de feu dans le ciel. Des centaines ont vu la commotion dans la forêt. Mais seulement quelques personnes prétendent avoir vu l'objet comme tel. En 1965, James Romanski avait 18 ans et était pompier volontaire à Lloydsville, situé à 18 km de Kecksburg. On l'a fait venir à la caserne pour un écrasement d'avion dans les bois. Quand je suis arrivé à la vieille caserne de Kecksburg, il y avait des pompiers partout. Et il y en avait beaucoup. Romanski prétend que ses confrères et lui ont reçu l'ordre de fouiller les bois à la recherche d'un avion et de survivants. Il faisait froid et c'était humide. On se déplaçait dans le champ et les bois avec des lampes de poche à une quinzaine de mètres les uns des autres. 20-30 yards apart. Ils se sont approchés d'un ravin près de la ferme de George Kovacina. Le ravin décrit par Bill Bullybush. À notre grande surprise, on n'a pas découvert d'avion conventionnel comme on les connaît. Ce qu'on a trouvé était plutôt un gros objet métallique. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de hublot, ni de porte, et encore moins d'ailes. J'ai décrit l'objet comme étant une énorme noix de chêne parce que le côté était courbé et il y avait comme un bouclier tout autour. Bill Bullybush, qui s'est enfui en entendant les pompiers approcher, a lui aussi décrit un objet presque identique. Je pouvais le voir assez bien. Il n'y avait pas de traces de soudure ou de fenêtre, rien. Et derrière, il y avait comme une sorte de bague avec des signes égyptiens dessus. Je ne sais pas ce que c'était. On a peut-être été là 15 minutes. Puis, deux hommes sont arrivés à travers les bois. Très grands, très officiels, avec des imperméables. Ils nous ont dit de partir d'ici puisque le secteur était sous surveillance. Ils nous ont ordonné de partir. Ces mêmes hommes mystérieux nous ont été décrits par plusieurs autres témoins. Bill Weaver, l'adolescent en quête de sensations fortes, dit les avoir remarqués tout de suite. Ces hommes en vêtements de ville semblaient avoir autorité sur tout le monde. À quelques mètres de l'endroit où Bill Weaver était stationné, les membres de la famille Hayes avaient, à partir de leur ferme, une excellente vue de l'action qui se déroulait. Les Hayes se sont retrouvés face à ces hommes en complet et aux officiers qui les accompagnaient. Une nuit que les enfants n'oublieraient jamais. J'avais 10 ans et j'ai vu plein de choses cette nuit-là. Les militaires sont entrés et ont demandé d'utiliser le téléphone. Ils ont parlé à maman et à papa et ont demandé de nous envoyer au lit. Alors que cette nuit de décembre s'allongeait, les événements dans la forêt sont devenus de plus en plus mystérieux. Je crois que ce qui est atterri à Kecksburg venait d'une autre planète. Pas de la Terre. Qu'est-ce que le reporter John Murphy a réellement vu à Kecksburg ce soir-là? Soudainement, il a cessé de parler et n'en a plus parlé, comme si rien n'était jamais arrivé. Une réunion de villageois explosive. Et une découverte dans les bois de Kecksburg. It does look like the top of that tree was hit by something.
Est-ce qu'un objet incandescent s'est écrasé ou encore, selon certains, posé dans cette forêt en 1965? Le Dr Stephen Kite, archéologue à l'Université de Virginie-Ouest, et son collègue le Dr Ray Hicks, expert forestier, commencent la 3e journée d'investigation dans un nouveau secteur. Des témoignages discordants placent l'objet dans l'un ou l'autre de 2 ruisseaux éloignés d'environ 30 mètres. Tentant de faire la part des choses entre ces 2 témoignages, Kite et Hicks font appel à John Hayes. Hayes avait 10 ans en 1965. Et même s'il n'a pas vu l'objet comme tel, il a observé toute l'action de la fenêtre de sa chambre, tout près. Ma chambre était là où se trouve la fenêtre en coin. Je pouvais voir tout ce qui se passait là-bas. C'est là que tout se déroulait. Tous les camions et les équipements passaient dans le creux ici. Hayes prétend avoir vu des arbres brisés et une opération de camouflage dans les bois quelques jours plus tard. Ils ont coupé la clôture et l'ont pas replacée. J'ai donc replacé la clôture, j'ai marché à travers le creux et j'ai vu où les arbres ont été brisés et où ils ont frappé le sol. On pouvait voir qu'il y avait eu quelque chose dans le sol et qu'on avait recouvert le tout de terre pour le faire disparaître. C'était pas la même terre. On peut faire la différence entre l'humus de la forêt et la terre à jardin. Think you can take me right to where you saw the soil had been turned up? It's a little tough, though. It's been a while since I've been down in here. Okay, the fence line is right here. It's right in the fence line, and it's like right in here. Okay. Want to tell me where I should have my crew start digging some test holes? I'd say I'd start right in here. Okay, great. Now that gives us a target. The first site we dug, we picked. Le premier site que nous avons choisi était basé sur le témoignage de Bill Bully Bush et l'emplacement de cet arbre. Vous savez, on n'est qu'à une quinzaine de mètres de l'endroit où Bill Bully Bush croyait l'avoir vu. C'est remarquable de voir comment vos témoignages ne sont pas contradictoires. Les souvenirs de Hayes concordent exactement avec les témoignages de Bill Bully Bush et de Jim Romansky, tout comme les photos prises dans les années 80 par Stan Gordon. Okay, the key point that I started with is that tree right there. See the forked cherry with the flag in it up high? Right. The top of that tree was knocked out by whatever hit it. Right. And then it was angled the whole way up through. Okay. From that there, straight up through there. This here tree right here, I think, was one of them that was broke off. The one that has the bird hole in it up there on the top. Okay, yeah. Straight through there. Okay, it does look like the top of that tree was hit by something. Le témoin John Hayes a donné 2 nouveaux indices importants aux scientifiques. Un endroit plus précis où creuser pour voir si le sol a été déplacé. See, this one's a lot darker than that. Even at the bottom, it's not as orange as that. It does look like we may be right on John Hayes' disturbance zone. Ainsi qu'une meilleure trajectoire pour vérifier la thèse des arbres brisés. John Hayes a d'autres souvenirs du 9 décembre 1965. Il soulève des questions encore plus inquiétantes sur l'incident. Mon frère Jim était avec moi et il y avait cet homme qui passait avec quelque chose dans les mains. À l'époque, je croyais que c'était un détecteur de trésors. Il nous a dit qu'on ne devrait pas être là, que le secteur était fermé, que personne ne devrait être ici. On lui a dit qu'on vivait tout près et qu'on venait ici tout le temps. Alors, il nous a dit, vous savez quelque chose des radiations? Non. Et il a dit qu'il y avait peut-être des radiations. La rumeur de radiation expliquerait peut-être ce que des curieux ont vu de la route. Il y avait un gros camion stationné là-bas. 4 personnes en sont sorties avec des costumes lunaires, comme on les appelait à l'époque. Des costumes blancs. Ils ont transporté une grosse boîte jusque dans le champ.
Ils ont soit mis quelque chose dans la boîte, soit retiré quelque chose de la boîte. Je ne sais pas, mais ils ont travaillé là-dessus toute la nuit. Tout aussi alarmant que les témoignages sur les radiations, on aurait vu ce soir-là des hommes d'une mystérieuse agence du gouvernement. À Kecksburg, il me semble qu'il y a eu plusieurs groupes militaires. L'armée de l'air et probablement la NASA. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont vu des hommes en civil qui menaient l'opération. La question se pose, est-ce qu'il s'agit des hommes en noir? Les histoires de soi-disant hommes en noir remontent à près de 50 ans. Au cours de ses recherches sur les écrasements d'OVNI, le journaliste Nick Redfern en a entendu parler à maintes reprises. Il y a plusieurs rapports documentés à propos d'écrasements d'OVNI ou encore de satellites qui relatent que des témoins des incidents ont été avertis de ne rien dire, de ne pas parler des événements. Il n'y a donc aucun doute que ces hommes en noir existent et que quelques-uns d'entre eux sont, disons, d'une agence officielle. Quand on a témoin d'OVNI sur témoin d'OVNI qui disent avoir reçu la visite de civils en complet et que ces civils semblent en savoir beaucoup sur ce que vous avez vu, puis qu'ils vous disent que ce n'est peut-être pas une bonne idée de parler de ça parce qu'il pourrait vous arriver quelque chose, vous finissez par les croire. Dans des documents obtenus selon le droit d'accès à l'information, on apprend que même l'armée de l'air était préoccupée par les hommes en noir et par leur provenance. L'armée de l'air avait entendu parler de ces hommes en noir et avait entendu dire qu'ils se déguisaient en officiers de l'armée. Ils avertissaient les gens de ne rien dire des incidents. Un important mémo a circulé partout dans l'armée de l'air, un mémo qui disait « Si vous avez entendu parler de ces hommes ou si vous rencontrez quelqu'un qui a croisé ces hommes, nous voulons le savoir immédiatement. Nous devons savoir qui sont ces hommes et ce qu'ils font. » Des hommes en noir ont-ils été impliqués dans l'incident de Kecksburg? Cela reste à prouver, mais plusieurs indices confirmeraient la présence d'autres agences secrètes, les projets Moondust et Blue Fly. Ces deux projets visaient principalement à récupérer des débris de fusées soviétiques, comme des fusées d'appoint, des satellites, des objets comme ça. Un document que j'ai obtenu grâce à la loi sur l'accès à l'information parle du personnel de Moondust et de son vif intérêt pour les rapports d'observation d'OVNI au milieu des années 60. Les équipes du projet Moondust étaient composées de 3 spécialistes. Des experts qui pouvaient être envoyés dans n'importe quelle partie du monde très rapidement pour récupérer un engin écrasé. Que cet appareil soit américain, qu'il soit d'un autre pays ou encore d'origine extraterrestre, cela demeure top secret. Qui d'autre se trouvait à Kecksburg ce soir-là? Plusieurs témoins impliqués dans l'événement ont livré des informations pertinentes qui laissent croire que la NASA a joué un rôle important dans l'investigation à Kecksburg. John Hayes se souvient avoir reçu la visite du personnel de la NASA le soir de l'écrasement. J'ai vu ces hommes en survêtement. Il y en avait plusieurs. Ils sont entrés chez moi. Je crois qu'ils étaient 6. Et l'un d'entre eux portait un écusson de la NASA. Est-ce que ces hommes étaient vraiment de la NASA? L'ancien ingénieur, James Oberg, ne le croit pas. Si vous allez dans un secteur pour maintenir la sécurité, vous n'arriverez pas en brandissant un drapeau. Vous irez en prétendant être quelqu'un d'autre. J'ai souvent entendu parler de certains cas où des groupes apparaissent en Amérique du Sud, par exemple, à la recherche d'une météorite ou de quelque chose qui s'est écrasé disant qu'ils sont de la NASA. Je connais les gens de la NASA qui manipulent ces matériaux. On leur envoie les échantillons, on leur parle au téléphone, mais ils ne vont pas sur le terrain. Ils ne le font pas, ils ne l'ont jamais fait. Alors toutes ces histoires qui parlent d'hommes avec des écussons de la NASA, ça ne veut rien dire. En fait, c'est probablement une indication qu'ils ne sont pas de la NASA. Peu importe pour qui ils travaillaient, ces hommes n'avaient qu'une chose en tête,
récupérer le mystérieux objet de la forêt de Kecksburg, le plus rapidement et le plus efficacement possible. Il semblait avoir déjà pratiqué ce genre d'opération, il savait ce qu'il faisait. À venir à Mystère à Kecksburg. La Coalition pour l'accès à l'information assigne un détective privé au dossier. En ce qui me concerne, le gouvernement peut façonner l'histoire qu'il veut, l'histoire qui fera son affaire. La recherche des dossiers manquants se poursuit jusqu'au Capitole. Un des hommes les plus influents des États-Unis appuie cette démarche. Les dossiers de l'investigation devraient être disponibles. 25 ans de secret, c'est déjà trop long. Et des nouvelles des recherches sur l'écrasement de Roswell. Si c'était un ovni, un vaisseau extraterrestre capable de voler dans l'espace, c'était probablement fait d'un matériau qu'on ne connaît même pas encore. Mystère à Kecksburg vous revient dans un instant. Juin 2003. L'équipe scientifique de Kecksburg fait une découverte importante dans les bois de Pennsylvanie. Au deuxième site de fouille, on trouve des signes confirmant que le sol a été déplacé, tel que décrit par le témoin John Hayes. J'ai toujours cru que c'est ce qu'on allait trouver. Pas nécessairement de traces que quelque chose était tombé, mais plutôt des preuves qu'on avait nettoyé le site. Yeah, this looks disturbed. On peut savoir facilement si le sol a été déplacé quand on a un échantillon pour comparer. This enough? On ne saura pas exactement ce qui a déplacé le sol. Mais encore une fois, c'est une pièce du puzzle. À plus de 3200 km à l'ouest, l'archéologue Bill Dolman tente de résoudre un autre puzzle, l'écrasement de Roswell en 1947. Au laboratoire de Assagai, à Albuquerque, il apprend que la majorité de ces échantillons de matériaux inconnus sont d'origine terrestre. Par contre, il y a un échantillon qui rend le Dr Dolman et son équipe plutôt perplexes. Un matériau qui ressemblerait a priori à des fibres. J'ai cru tout d'abord que c'était un échantillon de fil de nylon, mais en y regardant de plus près, ça n'y ressemblait pas parce que les fibres n'étaient pas vrillées. Dolman ne peut pas formuler d'opinion avant l'analyse du Dr Dave Rudiak, l'homme qui a déchiffré le mémo Remy, la grande surprise de l'enquête de Roswell. Dolman se demande tout de même si ces fibres pourraient avoir un rapport avec ce que des témoins de Roswell ont décrit comme du métal avec mémoire. Beaucoup de personnes l'ont décrit comme étant poreux comme un tissu. Vous pouviez le chiffonner, il reprenait sa forme originale. En 1947, il n'existait rien de tel. De nos jours, on croit qu'il pourrait être possible de fabriquer un matériau comme celui-là. Un article du Scientific American parle par exemple d'un matériau appelé nanotube de carbone. On l'a découvert en 1991. Ces tubes minuscules sont entrelacés pour former des fibres. Une fois perfectionnés par la science, ils seront plus forts que l'acier, plus légers que l'aluminium et résisteront à des chaleurs extrêmes. Cela semble impossible. La NASA et l'armée travaillent présentement sur ce genre de fibres. Ce serait un bon matériau pour un vaisseau spatial. C'est plus qu'une coïncidence. Si c'était un ovni, c'était un vaisseau capable de voyager dans l'espace. C'était probablement fait de matériaux qu'on ne peut même pas encore imaginer. C'est donc la direction que je devrais emprunter. Je dois me dire, d'accord, on ne peut déterminer ce que c'est, alors allons voir des spécialistes en matériaux et voir ce qu'ils en pensent. Pendant que Dolman et ses collègues planifient les étapes du projet Roswell pour la prochaine année, à Washington, la Coalition pour le droit d'accès à l'information fait face à des refus. Ce sont les mêmes réponses que les chercheurs de Roswell encaissent depuis des dizaines d'années. Les demandes répétées visant à obtenir de l'information sur l'incident de Kecksburg sont rejetées par le département de la Défense, l'armée américaine, l'armée de l'air et la NASA. Si vous envoyez des douzaines et des douzaines d'officiels armés, il y a toujours des rapports sur ces événements. Nous sommes donc convaincus qu'ils existent quelque part. Nullement découragée, la journaliste Leslie Kean se retourne vers les archives nationales.
D'après ce que je vois, on déploie des efforts sans précédent. Aux frontières de l'inexpliqué a investi beaucoup de ressources pour mettre sur pied une équipe professionnelle, incluant une firme d'avocats spécialisée dans les recherches d'archives. Nous allons pousser ceci plus loin que qui que ce soit auparavant et insister pour obtenir des réponses. Parmi les autres membres de l'équipe, on retrouve un détective privé qui préfère garder l'anonymat. Il a été employé du gouvernement. Il enquête maintenant sur l'identité des militaires présents à Kecksburg ce soir-là. Quand j'étais au gouvernement, je les trouvais très habiles pour cacher l'information qu'ils ne voulaient pas divulguer. Si le gouvernement veut cacher les allées et venues de ses militaires, il peut le faire assez facilement. Puisque le gouvernement refuse de remettre les dossiers, nous avons demandé l'aide d'une avocate, Lee Elfrick. Elle forcera la diffusion des dossiers par voie judiciaire. Il n'y a aucun doute que le phénomène des ovnis était un événement ou est un événement qui semble se produire périodiquement dans ce pays. Et la façon dont le gouvernement réagit face à cet événement nous en dit long sur la manière dont il peut réagir face à d'autres événements similaires. Ce n'était peut-être pas un vaisseau extraterrestre. C'était peut-être un vaisseau soviétique. C'était peut-être une de nos propres expériences. Mais peu importe ce que c'était, je crois qu'après 40 ans de silence, nous avons le droit de savoir ce que c'était. La coalition a maintenant un autre allié puissant dans sa quête de la vérité. L'ancien chef de cabinet du président Clinton, John Podesta. It's time to find out what the truth really is that's out there. J'ai toujours lutté pour que la population ait droit à la vérité. Les dossiers de l'investigation de Kecksburg devraient être publics. 25 ans de silence, c'est bien assez long. Il est certain qu'envahir une ville américaine et menacer des gens avec des armes n'est pas la façon habituelle de procéder dans ce pays. Les gens ont le droit de savoir ce qui a déclenché une opération militaire de la sorte. Ils peuvent juger par eux-mêmes si c'était approprié. Je crois que le gouvernement a la responsabilité de dire ce qui s'est passé à Kecksburg, de dire la vérité. Tout le monde devrait savoir ce qui s'est passé et ce qui s'est écrasé. Ça fait trop longtemps qu'on attend des réponses. Si le gouvernement les a, il devrait nous les donner. Le pompier volontaire Bob Bittner est un résident de Kecksburg qui recherche la quiétude. Bittner jure avoir vu ce soir-là des militaires descendre dans le ravin vers minuit. Je crois qu'ils ont été là pendant une demi-heure ou 45 minutes. Ensuite, ils sont sortis du ravin et se sont arrêtés. Un gros camion recouvert d'une bâche est arrivé. On ne pouvait pas voir à l'intérieur. John Hayes, alors âgé de 10 ans, se souvient avoir vu le même camion de la fenêtre de sa chambre. C'était un camion vert. Quand il est descendu dans le ravin, il était vide. Mais quand il en est ressorti, transportait définitivement quelque chose. Ils étaient pressés de sortir de là. Quelqu'un se serait placé devant, il l'aurait écrasé. Hayes n'était pas le dernier témoin à voir le camion de l'armée quitter Kecksburg. Jerry Betters, un musicien de jazz de Pittsburgh, possédait une ferme dans la région. Il avait convaincu des amis de prendre la route dans l'espoir de voir un ovni. Betters n'a pas été déçu. Quand le camion est sorti de là, il y avait cette chose, un objet ayant la forme d'une noix de chêne. C'était, je crois, un peu plus gros qu'une Volkswagen. Soudainement, Betters et ses amis se sont retrouvés dans la mire des soldats. Un officier est arrivé, il a crié aux soldats de nous sortir de là. Ils ont réagi à l'ordre en chargeant leurs carabines devant nous. Betters et ses amis ont dû partir, mais non sans avoir jeté un coup d'œil à ce qui se trouvait sous la bâche. Ils croient toujours que c'était un vaisseau extraterrestre. J'ai pu voir sa forme et j'ai pu aussi voir comme des hiéroglyphes sur la partie arrière. Et c'est ensuite qu'ils nous ont chassés. Il y a 2 moments dont je peux me souvenir très clairement. Je me souviens exactement de ce que je faisais quand Kennedy a été tué et je me souviens exactement de cette soirée. Tout comme plusieurs autres témoins, Jerry Betters se demande toujours ce qu'on a pu retirer des bois de Kecksburg. L'ancien ingénieur de la NASA, James Oberg, a une opinion là-dessus.
Ça m'a fait penser à la rentrée dans l'atmosphère d'un vaisseau spatial. Et selon des rapports de l'armée de l'air, un vaisseau spatial russe aurait en effet effectué une rentrée dans l'atmosphère exactement ce jour-là. Oberg fait référence à Cosmos 96, une sonde vénusienne qui aurait fait défaut et se serait désintégrée au-dessus du Canada tôt dans la matinée. D'autres ont dit que c'était un satellite russe. Est-ce que l'une ou l'autre de ces théories pourrait expliquer l'arrivée rapide des militaires ou encore la mobilisation des équipes Moondust? Si un satellite décline de plus en plus de son orbite et s'apprête à effectuer une rentrée dans l'atmosphère, le commandement spatial américain le suivrait des jours d'avance. Surtout que nous savons maintenant que l'armée américaine tentait de mettre la main sur des pièces de satellites russes, ce qui leur aurait permis d'obtenir de l'information stratégique, en particulier sur le programme d'armes nucléaires. Durant la guerre froide, la découverte d'un vaisseau ou d'un satellite russe aurait en effet été entourée du plus grand secret. Mais qu'en est-il de la forme en noix de chêne de l'objet décrit par tant de témoins? Un aspect très intéressant, c'est que la capsule de rentrée construite par les Soviétiques lancée vers Vénus et qui est retombée sur Terre le même jour que les événements de Kecksburg avait justement la forme d'une noix de chêne, selon l'armée. On ne peut pas mettre ça complètement de côté. Même si après avoir contacté l'agence spatiale russe en 1995, on m'a dit qu'il n'y avait aucun rapport entre Cosmos 96 et ce qui est tombé à Kecksburg. Philip Clark, une sommité du programme spatial russe en Angleterre, ne croit pas qu'il s'agissait de Cosmos 96, et pour plusieurs raisons. L'objet sphérique qui serait tombé n'aurait eu qu'1 mètre de diamètre. Ça ne colle pas avec la description des témoins. Clark ne croit pas non plus que Cosmos 96 ait pu effectuer une descente lente comme celle observée par les témoins. C'était peut-être un satellite et peut-être pas. Si ce n'était pas un satellite, ça ne laisse plus beaucoup de choix. Ça ne pouvait être autre chose qu'une technologie qui n'est pas la nôtre. Peu importe ce que c'était, il n'en restait plus une trace le lendemain matin. John Murphy, directeur de l'information à WHGB, a pensé qu'il avait assez d'informations pour faire un reportage percutant sur l'incident. À venir, est-ce que John Murphy en savait trop à propos de l'incident de Kecksburg? Si on s'est débarrassé de John, il n'y a qu'une seule raison. En 1965, Linda Fauchia était directrice au contenu à la station WHGB. John était très excité. Il effectuait le montage de toutes les entrevues qu'il avait faites et il était certain que ça ferait une excellente émission. John commençait à avoir une solide réputation comme journaliste. C'était sa vie. L'ex-épouse de Murphy, Bonnie Mills Gale, se souvient de ses attentes élevées à propos de cette émission. C'était le reportage de sa vie. Même si Murphy n'a jamais déclaré publiquement avoir vu l'objet, son ex-femme et plusieurs de ses collègues donnent une toute autre version. Il est arrivé sur les lieux avant la police et l'armée. Il m'a appelé et m'a dit qu'il avait pris des photos et que ses pellicules avaient été confisquées. Mais il avait réussi à en cacher une. L'armée s'en venait et il a pris une photo. Il a prétendu qu'il avait trébuché ou quelque chose comme ça parce qu'il ne voulait pas qu'il confisque sa caméra. Alors il a pu garder une photo. Je ne sais pas si c'était cette photo ou non, mais il me l'a apportée. C'était très noir et on voyait beaucoup d'arbres autour. Je ne sais pas à quel endroit sur le site il l'a prise, mais j'ai vu la photo d'une chose à la forme conique. C'est la seule fois que je l'ai vue. Selon son ex-femme et ses collègues, l'enthousiasme de Murphy à propos de l'émission qu'il voulait appeler « L'objet dans les bois » s'est évanoui quand il a eu la visite surprise de l'armée. Je les ai vus qui parlaient à John dans un studio. C'était beaucoup plus privé que son bureau. Je ne sais pas quelle a été la teneur de leur entretien. Ils avaient l'air très sérieux. Connaissant le genre de reporter qu'il était, ce n'était pas dans sa nature d'abandonner une histoire comme celle-là.
C'était trop important. Je crois qu'on lui a ordonné de ne pas en parler. Et je crois que c'est pourquoi sa personnalité a changé après ces événements. Une semaine après l'incident, Murphy a diffusé une version très censurée de son reportage après que des gens interviewés se soient désistés. Yesterday afternoon, a woman from Kecksburg area recorded for us what she saw, what she reported, and what the state police and military officers told her the object was. She described for us on tape what and how it looked. Late this afternoon, she notified this radio station that she was afraid of getting into trouble, and she did not want her description of the object used on the air. We received other calls early tonight from some other people. One person said that they was afraid of the state police, and another person said they did not want to get in trouble with the Army. J'ai entendu l'enregistrement original avant sa diffusion. J'ai été surprise d'entendre le montage final sur les ondes. La plupart des dialogues avaient été censurés. The second call came in. It was a woman with more information. We will now play that interview, and I asked you to listen closely to her description of what she saw. Okay, what do you have? This portion of the original program has been censored. Un autre fait étrange est l'avis de non-responsabilité qu'il a lu au début de l'émission, ce qui était totalement inhabituel de sa part. By any official agency of the state, federal, or local government. We have received very good cooperation with the state police and with the military, and we were able to receive all the information we wanted this past week. We have not had any political or otherwise influence put on us concerning this program whatsoever. Je crois que John tentait de se protéger parce qu'il savait qu'avec les militaires sur place, il aurait des problèmes. L'explication officielle, rien n'était arrivé, rien n'avait atterri ici et il n'y avait pas d'incident. Fin de l'histoire. En 1965, Bob Getty avait 22 ans. Il était journaliste débutant pour le Greensburg Tribune Review. Son chef de pupitre lui a ordonné de couvrir l'histoire de la décennie, l'écrasement d'un véritable ovni. À son arrivée à Kecksburg, il a été repoussé par la police et par l'armée. Il a été abasourdi de lire l'explication officielle de l'incident dans les journaux. La raison pour laquelle l'histoire s'est évanouie, c'est qu'à l'époque, on croyait les autorités, incluant les journalistes. Contrairement à son collègue John Murphy, directeur de l'information à la station WHJB, Bob Getty n'a été témoin d'aucune activité suspecte dans les bois ce soir-là. Il savait que j'avais été repoussé. Murphy avait plus d'informations confidentielles que moi. Selon des amis et des collègues, la vie de John Murphy a basculé après l'incident de Kecksburg. Puis, lors d'un reportage en Californie, c'est la tragédie. Il était à Santa Barbara. Et vers 22 heures, il a voulu traverser la rue pour aller voir des taches d'huile. Il a traversé la rue. On a conclu que c'était un délit de fuite. On n'a jamais retrouvé le conducteur. J'ai lu le rapport de police. Beaucoup de choses n'ont pas de sens. Quel genre de tache d'huile allez-vous observer à 22 heures? Je n'avais aucune idée, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Après la mort de Murphy, toutes ses notes, ses enregistrements, ses photos et les négatifs ont disparu sans aucune explication. Le travail d'une vie mystérieusement envolé. Si quelqu'un s'est débarrassé de John dans cet accident, il n'y a qu'une seule explication. C'est parce qu'il en avait trop vu et trop entendu.
Et y avait-il à Kecksburg des gens sans scrupules qui ont voulu s'assurer que certains témoins de l'incident ne parleraient pas de ce qu'ils ont vu? Plusieurs personnes croient que c'est ce qui se cache derrière le refus catégorique de certains résidents d'accepter les événements. Tout le monde avait peur, puis quelqu'un a dit que les militaires étaient allés le voir. Le gouvernement a probablement dit aux gens de ne pas parler. Le gouvernement peut tout faire et à n'importe qui. Ils peuvent menacer les gens et s'en sortir. Je crois qu'on peut influencer les gens facilement, surtout ceux qui sont de la campagne. On peut les influencer et les menacer de façon à ce qu'ils ne parlent pas. Ils ont dû être forcés de mentir, ou bien on les a menacés, ou bien on les a payés. Le gouvernement n'a pas le droit de nous cacher quoi que ce soit. Je crois que les gens et le public en général devraient savoir ce qui se passe. Pourquoi ne pas dire la vérité? Peu importe si c'était un vaisseau extraterrestre. Ça fait 40 ans de ça. Et ça n'a fait de mal à personne alors qu'on dise tout simplement la vérité. Une réunion houleuse à la caserne des pompiers attire des témoins qui n'avaient jamais parlé auparavant. An Army Jeep pulled up, said, hey, we're having a lot of problem with people coming up into the area. If anybody should ask for directions, could you give them the wrong directions? It'd be great. Give them wrong directions. Wrong directions. Et une découverte surprenante dans la forêt. Quelque chose de très brusque s'est produit ici en 1965, quelque chose qui a ralenti la pousse des arbres. Qui connaît la vérité sur ce qui s'est réellement passé à Kecksburg? Pour tenter de le savoir, nous avons décidé d'organiser une réunion des citoyens à la caserne de Kecksburg. Nous avons réuni des gens qui ne croient pas aux ovnis et des gens qui y croient, ainsi que quelques nouveaux témoins qui ont décidé de parler ouvertement. Let me start with Chuck Hilland over here. Chuck, how serious are the divisions in this town over what did and didn't happen? Ça a vraiment divisé la communauté et je crois que c'est très malheureux. Your dad owned the land where the event supposedly. What did your dad tell you? Je dois vous dire que mes parents ont tendance à croire qu'il ne s'est rien passé de particulier. Who had direct knowledge? Go ahead, Mr. Steiner. We haven't heard from you before. Nous l'avons vu. Mais des arbres nous masquaient partiellement la vue. Je ne sais pas ce que c'était. C'est ce que j'ai pensé. Peut-être, mais ça allait lentement. Et ça ressemblait à un engin parce que ça semblait être piloté. Ça ne tombait pas. Ça semblait suivre une trajectoire. Je ne sais pas. All right, Mr. Betters, you were a young man, 65. But you say there were soldiers here. About almost 2 dozen. En plus que ça, ils nous ont encerclés. Why do so many people say there were no soldiers here? Je ne comprends pas ça. Yeah, Mike Slater, another new witness. Go ahead. Ce soir-là, mon frère et moi, nous nous tenions sur le trottoir. Une Jeep de l'armée s'est arrêtée et ils nous ont dit « Hey les gars, vous pourriez nous aider? » On était jeunes, on avait 14 ans, alors on leur a répondu « Bien sûr, qu'est-ce qu'on peut faire? » Ils ont dit « On a des problèmes avec tous ces gens qui affluent dans le secteur. Si on vous demande la direction, vous pourriez leur donner la mauvaise route? » Oui, la mauvaise route. Alors toute la soirée, on a envoyé des gens partout. Non seulement on a vu le camion plateforme descendre là-bas vide, mais on l'a aussi vu remonter chargé. Ils disent qu'ils ont vu le camion descendre puis remonter. À l'endroit où cette chose a atterri, on n'aurait pas pu faire descendre autre chose qu'une Jeep. Il y a 3 véhicules qui sont allés là-bas. Et je serais prêt à le jurer sur la Bible. Je vous le dis. 3 military vehicles. Ouais. Des racontars. You saying a vehicle couldn't get down there? Non. Une plateforme est descendue, oui. Elle est remontée, oui. Chargée, oui. Why do you figure so many people then say there was no military here and no, there was no flatbed truck? J'en ai aucune idée, ils étaient tellement visibles. How come the newspaper accounts didn't write about that? J'ai écrit quelques-uns de ces articles et j'ai écrit que les militaires étaient là. Quand je suis arrivé sur les lieux, ils ont dit « Il n'y a rien ici, allez-vous-en ». J'ai stationné ma voiture, je me suis promené et j'ai parlé avec des gens qui regardaient la scène. Depending upon who you ask, within the hour. Les militaires ne suivent pas les météorites, ils n'arrivent pas si vite. Il y a les militaires, la police d'État et ces hommes en complet. Et les hommes en complet semblent avoir autorité sur la police d'État et sur les militaires. Who thinks this is all a bunch of hooey? No disrespect intended. On dirait des balivernes pour moi.
Parce que ça l'est. Ils disent que les pompiers ont été appelés aussi, mais c'est faux. J'étais ici à ce moment-là. J'étais le seul ici. La seule personne qui aurait pu répondre au téléphone. Et il n'y a eu aucun appel chez les pompiers ce soir-là. Même s'ils le disent, ils mentent. Je me suis arrêté devant la caserne et il y avait des gens et ils nous ont dit de quitter la ville. On ne voulait pas de nous ici. Nous n'avons jamais quitté la ville. Nous avons fait le tour pour voir ce qui se passait. Nous nous sommes rendus au sommet de la colline de l'autre côté des barbelés. Il y avait un soldat de l'armée avec tout son accoutrement et son arme. Et il nous a empêchés d'avancer. Cet homme ne connaît pas le terrain là-bas. Il ne le sait pas, et lui non plus. Comment ont-ils pu faire entrer un camion là-dedans? Okay, but let's not talk about the trucks. He's saying that he came down here and there were military guys who pointed a gun at him and told him to get lost. Là-bas, mais pas ici. So something happened somewhere in the area. You'll accept that? Oui, il y avait quelque chose. Il a dit qu'il a vu 2 camions de l'armée là-bas. Disons que je suis d'accord. Vous savez, les gens qui disent que c'est de la folie, je n'ai entendu personne dire « Pourquoi c'est de la folie ?» Seulement que ça l'est. Je crois que tout le monde est d'accord sur une chose. Je crois que ce que tout le monde veut, c'est une réponse de l'armée. Oui, ils ont sorti quelque chose de là, mais ils n'admettront pas leur présence et ils n'admettront pas qu'ils ont sorti quelque chose. Il y a l'incident de Roswell. Le gouvernement nous cache des choses et nous ment depuis tant d'années. L'armée était là et elle ne vient pas pour des choses sans importance. Je suis pompier à Kecksburg depuis 28 ans. Ça me fait du bien en tant qu'ancien pompier de savoir maintenant que quelque chose s'est passé. L'armée est venue ici. Tout le monde ici a raconté honnêtement ce qu'il a vu et entendu. Je crois qu'en fonction du terrain, il y a des points de vue différents, dépendant de l'endroit où on était placé. Le résultat de cette réunion, un consensus général à l'effet que quelque chose d'important s'est produit ici à Kecksburg le 9 décembre 1965. Malgré les rapports officiels qui le nient, des soldats étaient ici. Plus important peut-être, des citoyens d'opinions divergentes ont été entendus. Mais une des réponses qui pourrait élucider ce mystère demeure peut-être cachée dans les bois. Le Dr. Ray Hicks, de l'Université de Virginie-Ouest, a passé les 2 derniers jours à la recherche des arbres brisés. J'ai disposé des drapeaux rouges qui indiquent, selon moi, la trajectoire apparente de l'objet. Il venait probablement de là. Si vous regardez vers la cime de cet arbre, on peut remarquer qu'il semble avoir été brisé. Le Dr. Hicks prend un échantillon du cœur de l'arbre brisé, identifié par le témoin John Hayes. Les cercles dans le cœur lui dévoileront l'âge de l'arbre, mais également à quel moment les dommages ont pu être causés. Ce que je peux noter, c'est que dans cette zone commençant ici, il y a un changement distinct dans les cercles de croissance. Ce frêne se trouve exactement au centre du groupe d'arbres brisés. Nous avons compté les cercles à partir de l'écorce de cet arbre, jusqu'à ce point où nous avons détecté un ralentissement de la croissance. Nous avons découvert qu'il y avait 38 cercles. Cela signifie que ce qui a nui à cet arbre s'est produit autour de 1965. 1965, l'année des incidents de Kecksburg. Il s'agit d'une preuve circonstancielle importante qui appuie les témoignages voulant qu'un objet s'est bel et bien écrasé à travers ces arbres. Les dommages que Ray a observés présentent une forme qui détermine une trajectoire claire. Et c'est une trajectoire plausible selon certaines de nos observations. Et ce qui est bien, c'est qu'elle soit datée. 1965. Puisqu'il y a des dommages évidents et visibles, ces dommages représentent une preuve tangible de ce qui a pu ralentir la croissance de cet arbre.
L'enquête que nous avons menée à Kecksburg nous a fait avancer sur plusieurs fronts. L'observation du cœur des arbres endommagés a prouvé scientifiquement que quelque chose s'était produit en 1965, ce qui corrobore les témoignages voulant qu'un écrasement s'y soit produit. La mise à jour des dossiers cachés de l'incident de Kecksburg approche, grâce au travail de la Coalition pour le droit à l'accès à l'information à Washington. Et finalement, pour les résidents de Kecksburg, il y a espoir d'obtenir des réponses à des questions posées dès décembre 1965. Ici Brian Gumbel. Au revoir et merci.